Bonjour les filles, bienvenue à la maison encore une fois. Bienvenue Erika, bienvenue Momone. Merci de passer prendre un petit café pour aujourd'hui discuter de couleur de peau, de mélanine et de petites choses qui pourraient nous déranger et qui traduisent finalement quelque chose de plus profond dans notre société. Donc le titre de l'épisode aujourd'hui c'est Machin qui est fin noir là. C'est une citation qui traduit un état d'esprit, une manière de penser, une manière de voir les choses et la société. Je vais commencer par vous raconter un peu une situation que je rencontre très régulièrement avec ma fille. Et en fait, donc, moi je suis maman d'une petite fille qui a 5 ans et qui est claire de peau. En tout cas, qui est plus claire de peau que moi. Et donc, ce qui se passe très souvent, c'est que quand on va voir les gens, ils sont là « Oh, elle est belle ta fille et elle est claire, pas comme maman. » Voilà. Donc, on dit « pas comme maman » et moi, je rigole, mais c'est comme d'hab. Ou sinon, elle a des beaux cheveux parce qu'elle a des longs cheveux lisses. Oui. Ah, t'as des beaux cheveux, ma chérie, pas comme maman. Voilà, et c'est quelque chose qui est finalement devenu banal dans ma vie. Maintenant, je sais que quand je vois des gens, eh ben, on va toujours me dire « Ah, elle est claire ta fille, elle est belle, pas comme maman. » Et des fois, on remet même en question la paternité de ma fille. Genre, est-ce que c'est bien la fille de son père? Parce que son père, il est noir, comme moi. Oui. Mais on se permet de remettre en question la paternité. Donc, je veux dire, je suis atteinte dans ma dignité, tu vois. Oui. Et donc, voilà, et je pense que, tu vois, c'est quelque chose dont les gens rigolent, tout ça, machin, mais qui traduit vraiment une manière de voir le monde, la société. Ben, nous, par exemple, typiquement à la maison, on est 5 filles et 2 garçons. Donc, moi, je suis l'aînée, donc je suis mate, enfin, je suis un peu foncée. J'ai ma sœur, Aurélie, qui enfant, elle était en Aquagny, on dit moilue. Elle était très blanche de peau. Ma mère a ma peau à peu près, un peu plus claire. Mon père est un peu plus clair que ma mère. Et ma petite sœur est sortie vraiment blanche. Donc voilà, donc quand les gens, donc la troisième est plus mate que moi, avec des cheveux crépus. Et c'est, mais elle est noire, mais elle a les cheveux crépus. Et puis ma mère, elle dit, oui, c'est ma fille. Elle est très belle comme elle est. C'est ma fille à part entière. Parce qu'on est toutes les trois en plus différentes. Mais on a des airs qui font que les gens, quand ils nous voient, ils arrivent, que vous êtes voilà, en dehors du regard des yeux. Voilà, quand ils apprennent à nous connaître, c'est les grosses voix. Les grands rires, voilà, c'est un peu la marque de fabrique de la fratrie. Mais c'est vrai que ça nous a marqué parce qu'on s'en souvient encore. Oui. Mais heureusement qu'il y a eu beaucoup, dans l'équilibre, il y a eu beaucoup plus de mots de bienveillance envers nous qui ont fait que ça ne nous a pas défini, ça ne nous a pas bloqué, et ça n'a pas changé notre manière de faire, de grandir en tout cas. Moi aussi, parce que dans ma famille, donc il faut savoir que moi je suis à cheval sur, en fait j'ai ma famille biologique et ma famille adoptive. Et dans ma famille biologique, j'ai ma fratrie là, je suis l'aînée et la dernière, on a 16 ans d'écart, elle est plus blanche que nous. Donc nous, on a tous la peau foncée, donc elle est arrivée toute blanche, les cheveux lisses, alors nous c'est crépus de je sais pas quoi là. Donc elle, bon, heureusement que c'était la dernière, elle était choyée, mais tout de suite on la voyait, oh c'est la plus belle, elle est plus belle que vous, vous ressemblez à rien et tout, des trucs comme ça quoi. Ouais. Et du coup, le fait aussi que, bon, c'était la dernière,
Et nous, on l'a plus choyé, mais c'était le regard des autres, en fait. C'est surtout ça, en fait. Ouais. Voilà, c'est le regard des gens autour. Mais c'est fou parce que, mais en fait, c'est quelque chose qu'on se rend compte qui est très présent chez nous, enfin qui est présent, qui est même intégré chez nous. C'est que quand tu as la peau claire, on a l'impression, ce facteur-là, qui est indépendant de toute volonté, je veux dire l'ADN, il n'y a que lui là-haut qui commande ses commandes, et ben on a l'impression que ça te donne une valeur ajoutée. Je veux dire que t'es plus claire, t'es plus belle. Tu pars déjà avec une longueur d'avance. Voilà, tu pars déjà avec une longueur d'avance. Voilà. C'est le système qui veut qu'on soit comme ça, en fait. C'est-à-dire toutes les personnes claires, genre on va dire que les personnes de couleur claire, blanc, eux c'est les personnes qui sont supérieures. Et ceux qui ont en couleur foncée, on va dire que c'est ceux qui sont un peu mis de côté, en fait. Mais c'est la société qui fait que ce soit comme ça, en fait. C'est la colonisation. Voilà. Déjà, parce que c'est différent. Et je veux dire, à l'époque, avant même que les Européens arrivent, il y avait déjà les Tongiens qui voyageaient et tout ça. Donc, il y a eu une différence. La plupart, ils étaient grands, ils étaient plus clairs, ils étaient plus costauds. Donc, il y a déjà une mise sur un piédestal de ces gens-là différents de nous. Donc, qui arrivaient d'ailleurs. Voilà, qui venaient d'ailleurs, déjà dans la région Pacifique. Mais en plus, avec l'arrivée des missionnaires et puis de la colonisation, la couleur blanche était perçue comme... Je pense que c'était pas qu'elle était perçue, mais c'est aussi le fait qu'on nous a beaucoup imposé plein de choses. Donc, il y a eu peut-être un sentiment d'infériorité. Et donc, ça s'est aussi propagé en disant que nous, nos semblables, donc nous les Kanaks, on était en dessous de ce type de personnes-là. Et physiquement, ils étaient plus clairs. De toute façon, c'est de manière logique. Quand tu arrives, la colonisation, elle a imposé un système hiérarchique qui a mis les Kanaks en dessous. Ce qui a fait que, de manière évidente et irrémédiable, le blanc était à la position de pouvoir. Donc, ça, ajouté au fait qu'on a essayé d'aliéner la nature de la femme kanak, et parce que, la nudité, elle était vue comme un péché, et comme un danger pour la femme blanche. Et donc, en fait, déjà rien que de là, essayer de la couvrir pour rentrer dans le moule, on aliène déjà, ça veut dire que comment tu es, c'est pas valide, c'est pas acceptable pour la société, d'une part. Et donc forcément, si le modèle, c'est la femme blanche et tous ces codes de physique, voilà, et du coup, c'est tout le concept même de la colonisation, je veux dire, c'est mental, on va, en position de soumission, on va intégrer tout ça. Et d'autre part, quand tu regardes, aujourd'hui beaucoup moins, mais je veux dire, nous, on est le produit de notre histoire de toute façon. Et quand tu regardes les standards de beauté avec lesquels on nous matraque tous les jours, je veux dire, la publicité, tout ça, machin, c'est une science, je veux dire, il y a des études qui sont faites pour le marketing, pour rendre un produit attractif. Et donc, quand tu regardes le résultat de ces études et les produits qui nous sont vendus, c'était toujours le standard de la femme blanche. Aujourd'hui, on essaye d'être un peu plus inclusif, mais on est toujours encore dans « il faut de la diversité ». On va nous mettre des femmes kanaks. Et je suis désolée, mais les femmes kanaks qu'on voit dans le paysage audiovisuel, les médias, les publicités, tout ça, si c'est dans un but d'attractivité, ce sera une femme kanak à la peau claire. Et les femmes kanak à la peau foncée, aux cheveux crépus, seront toujours le sujet de reportages, de documentaires sur la société kanak. Parce que, en fait, j'ai l'impression que
euh, on la valide en tant que telle seulement dans des buts d'études qu'on va étudier. Le reportage sur, voilà, c'est quoi la femme kanak, tout ça, machin, nan, nan. Et après, une fois qu'on veut rendre le truc attractif, ben non. Ok, c'est une femme kanak, mais on joue la carte de la femme kanak, mais on va mettre une femme claire. C'est pas comme ça qu'on va donner la confiance à nos jeunes filles qui naissent noires avec les cheveux crépus. Enfin, je veux dire, et voilà, on en arrive à notre sujet là, c'est que ça, c'est une vraie discrimination raciale qui s'appelle le colorisme. Et donc le colorisme, c'est quoi ? C'est discriminer les personnes dans une même communauté sur la base de la nuance de la couleur de peau. Et c'est quelque chose qui est présent chez nous, mais qui est présent dans toutes les communautés non blanches du monde. Nous aussi, on a eu droit aussi à nos remarques. À ces remarques-là. Mais parce que par rapport à ma sœur, on est plus foncé qu'elle. Donc on a toujours eu aussi des remarques, des petits surnoms, voilà, de clair de lune ou voilà, tout ça. Là, tu parles de clair de lune. Je suppose que c'est parce qu'elle est claire de peau. C'est ça. L'une de tes sœurs est très claire de peau. Mais est-ce que vous avez en tête des surnoms qu'on a pu attribuer à des gens qui sont très foncés de peau ? Parce que moi, j'ai entendu des trucs sur le ton de la rigolade, encore une fois. Hein, oui. Tu vois, c'est toujours... L'humour, c'est une arme très destructive quelquefois. Mais sur le ton de la rigolade... je veux dire, nous, on a utilisé le terme de roussette. J'ai entendu, l'autre cul de marmite, là, tout ça, machin. Tu vois, par exemple, tu disais Vanuatu. Ouais. Voilà. Et ben, j'ai entendu, mais l'autre, l'engin, il est noir, on dirait un Africain. Il y avait une expression, c'était quoi ? Kanak noir dans le noir, pas moyen boire, en fait. Ouais, c'est violent, hein. Ah, c'est violent, celui-là aussi. Non, mais je me dis que c'est violent parce que tu te dis... moi... c'est raciste. C'est raciste, et si nous, on le dit même entre nous, tu vois, ben, c'est tendu, quoi. On perpétue. Ça veut dire que... On perpétue inconsciemment. Oui, inconsciemment. Inconsciemment. Parce que très souvent, ce n'est pas méchant. Oui. Mais par mimétisme, on le fait. Nous, chez nous, en Aquagné, en ce moment, on dit jean. Jean, c'est que c'est noir. Donc ça fait jean, jeanos... mais je dirais pas que c'est affectueux, Oui. mais il n'empêche qu'on le dise. Je change de sujet, pardon, mais nous, quand on est parti en France, parce que voilà, quand on arrive là-bas, comme c'est un autre espace, ici on se définit comme noir, mais sauf que quand on arrive là-bas, ben, finalement on n'est pas si noir que ça, parce que... Là-bas, on est clair. Plus noir, on est clair. Là-bas, on est clair. On est clair. Là-bas, ils nous appellent chabine, comme les Antilles disent, c'est un peu les métis. Oui. Alors que nous, on ne se définit pas comme métis parce que nos parents, père et mère, sont kanak. Oui. Donc, nous, la définition de métis, c'est un papa kanak et une maman européenne. Oui. Mais eux, les métis, c'est la couleur de peau. C'est la couleur de peau. La couleur de peau. Mais comme on est arrivé dans un endroit où tout le monde avait des cheveux lisses, aussi bien nos copines européennes, nos copines africaines et tout ça, et ben nous, le réflexe qu'on a eu, et ben on s'est défrisé les cheveux. On y arrive. C'est-à-dire qu'on a défrisé nos cheveux pour avoir les cheveux lisses comme les autres. Et parce que pour nous, c'était un critère de beauté. Il fallait avoir les cheveux lisses pour être jolie comme elle. Parce que tout le monde avait des cheveux lisses. Et donc ben voilà, les années ont passé, on est passé par là, on a fait ce choix-là, qu'on assume. Hein. Moi, j'ai défrisé mes cheveux quand j'étais plus petite. Et en fin de compte, en prenant de l'âge et en changeant d'espace, parce qu'après, finalement, on change de ville, on grandit, donc on est face à d'autres personnes. Et à force que tout le monde nous répète, mais ils sont trop beaux vos cheveux. C'est eux-mêmes qui nous disent, arrêtez de défriser les cheveux, vous êtes belle avec vos cheveux comme ça, ils sont belles. C'est qui vous a dit ça ? Des copines européennes. Ouais. Des Bretonnes, tout ça m'a dit, mais lâche tes cheveux, t'es trop bien comme ça, j'aimerais bien avoir des cheveux aussi épais que toi, machin.
Donc finalement, tu changes de perspective. Exactement, tu changes de perspective. Et puis maintenant, on s'assume quoi. Enfin, moi personnellement, arrivé un moment, j'ai dû couper court mes cheveux pour retirer un peu tous les restants de défrisage. Et je le fais plus parce que je me trouve belle avec mes cheveux. Collade. Non, mais ouais. Oui, c'est exactement ça. Moi aussi, qui a vécu aussi dans le Maghreb, là, en Tunisie et le Maroc. D'accord. Pendant 2 ans et demi, du coup, j'ai côtoyé aussi, voilà, les frères de l'Afrique, quoi. Et c'est ça aussi que j'ai percuté aussi. Je dis, mais il faut que j'arrête de faire n'importe quoi aussi. Le regard des autres fait que, voilà, c'est le changement d'espace, en fait, qui nous renforce, en fait, dans notre personnalité. Et on assume aussi. On assume notre personnalité en côtoyant, voilà, toutes ces sphères, j'ai envie de dire. Et puis voilà, quand on revient au pays, on dit, ben non, ben voilà, quoi. Il y a d'autres qui disent qu'on est joli comme ça, ben allez, on assume, quoi. Mais tu vois, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'on se rend compte qu'en fait, changer de sphère, finalement, c'est important. Il faut aller côtoyer d'autres espaces. Complètement. Mais c'est une richesse. Voilà. On s'enrichit de l'autre. On s'enrichit de l'autre. Mais finalement, ce que ça traduit aussi, c'est que dans notre sphère habituelle, ça veut dire que notre sphère habituelle ne nourrit pas une confiance en soi quand on est noir, quand on a la peau foncée et le cheveu crépus, tu vois. Et ça il me semble que c'est important de mettre le doigt dessus, parce que ça voudrait dire que il faut aller chercher la confiance en soi chez les autres. Oui. Et c'est ça qui est finalement très dommage, c'est qu'on ne puisse pas la trouver chez nous. Puis quand on parle d'éducation, si on veut, nous en tant que maman, je vais parler de moi en tant que maman, si je veux que ma fille ait confiance en elle dehors, je dois nourrir cette confiance en elle à la maison. Oui. Pour qu'elle soit forte dehors. Mais si on le met à grande échelle, nous, nos enfants qui ont la peau noire et le cheveu crépus, si on ne nourrit pas leur confiance en elles dans la société dans laquelle elles vivent tous les jours, elles auront envie d'aller ailleurs. Là où là où on va leur dire qu'elles sont belles. Et puis, ça passe par toutes les strates de la société aussi, professionnelles, médiatiques, tout, parce que partout où il y a du colorisme, c'est-à-dire dans le monde entier, il y a des études qui ont été faites qui ont prouvé que dans un cas donné, entre 2 femmes noires qui se présentent à un entretien, on va favoriser une femme noire avec le teint clair plutôt qu'une femme noire au teint foncé et aux cheveux pas à tendance occidentale, donc pas à tendance lisse. On va favoriser la femme claire plutôt que la femme noire qui a une compétence supérieure. Et je veux dire, ça traduit clairement, c'est l'illustration même du colorisme, et comment finalement on va perpétuer des inégalités structurelles, un racisme systémique dans notre société. Parce qu'on le voit bien, comme on disait, on ne va jamais choisir une femme noire à la peau foncée avec le cheveu crépus pour dire regardez, pour acheter des chauffe-eau solaires. Tu vois, c'est pas elle qu'on va mettre devant Kenwin là-bas sur la grande pancarte. Non. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, c'est vrai que comme tu dis, c'est un travail de fond, c'est-à-dire c'est à nous de pouvoir donner ces armes-là à nos sœurs, à nos nièces et tout ça, et de pouvoir leur faire comprendre. En tout cas, il faut que chacune comprenne que ce qu'elle est, il faut qu'elle y croie. C'est une belle personne. Ouais. Mais comment tu peux convaincre quelqu'un que t'as pas besoin de te défriser les cheveux, par exemple, ma sœur? Tu vois, parce que, je veux dire... Il y a le défrisage et même la coiffure. Enfin, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ici, la coiffure officielle de la bande, mais c'est le chignon. Et on est tous passés par là, mais les enfants, on va attacher nos cheveux toute notre vie. Mais oui. Le chignon, finalement, c'est pour cacher la nature de nos cheveux. Ben, ça veut dire que
Je rebondis parce que j'ai regardé une interview d'une ancienne Miss France quand elle a été invitée chez Ardisson. Elle a lâché ses cheveux. Et puis elle a la même crinière que toi, mon bonne. Belle crinière, bouclée, frisée, tout ça, machin. Bon, elle a le teint clair, elle est... tu vois, je dis elle est métisse, mais j'en sais rien si elle est métisse, tu vois. Mais elle a le teint clair, les yeux clairs, tout ça. Et puis elle a lâché ses cheveux. Elle a lâché sa crinière sur le plateau. Et Ardisson lui sort. Alors, c'est quoi cette coiffure aujourd'hui? On a mis les doigts dans la prise électrique. Sérieux. Eh oui, mais tu vois un peu. Tu vois, et ça, ouais. et tu vois la réaction qu'elle a eue. Elle en a souri, elle a gardé son sang-froid. Tu vois, oui, je suis comme ça. Et elle a affirmé qui elle était, mais elle revenait à la charge. Et en suggérant que c'était inadmissible de se présenter sur un plateau télé, présente avec ton afro, et limite, c'est de l'insolence. Tu vois, ça voudrait dire que tu lâches tes cheveux, ça devient un acte politique. Tu vois, ça devient un acte de rébellion. Être toi-même, c'est un acte de rébellion. Et ça traduit bien toute la pression que la société met sur nous, les femmes noires, les femmes kanaks, avec une texture de cheveux différente du cheveu occidental, avec une couleur de peau, parce qu'on ne va pas se leurrer, hein, les kanaks à la base, on est noir avec le cheveu crépus. Et il suffit de regarder dans les archives pour voir toutes nos grand-mères, tout ça, bien noir, la poitrine dénudée, le cheveu crépus. Et pourtant, fière d'elle. Enfin, tu vois, je veux dire, tu vois l'attitude, la posture. Elles sont elles-mêmes pleinement, quoi, tu vois. Et nous, aujourd'hui, des années plus tard, on est là à vouloir cacher notre texture de cheveux, on est là à vouloir se défriser les cheveux, on est là à vouloir convaincre les autres que on est plus belle quand on est plus clair. J'ai l'impression, finalement, qu'on finit par détester ce qui fait toutes les caractéristiques qui vont faire de nous, qui vont nous ramener à une femme kanak, tu vois. Et on finit par... finalement, on a l'impression qu'on s'aime pas, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que c'est important de le... nous, on le fait, là, on est... Moi, au travail, je suis toujours tous les jours avec un casque sur la tête. Du coup, quand j'ai l'opportunité de pouvoir lâcher mes cheveux, je le fais. Mais c'est vrai que si les gens n'ont pas la force de le faire soi-même, donc il y a des personnes qui vont s'affirmer, là on parle des cheveux parce qu'on ne peut pas changer la couleur de peau, on est d'accord, mais dans la manière de se vêtir ou de coiffer ses cheveux, le groupe suivra. Certaines pourront justement, c'est des graines, voilà, tu ouvres une porte. Du coup, les personnes qui ne pourront pas elles-mêmes s'assumer en lâchant ses cheveux ou en assumant sa cricricité. Comment t'as dit? Sa cricricité. Chez nous, quand on est crépus, on dit on est cricricité. Ok. Donc voilà, un peu francisé, ça fait cricricité. Et le fait qu'une personne puisse s'assumer, ça va générer chez d'autres autour le fait de pouvoir le faire. Et puis finalement, les codes ils peuvent changer au niveau des normes, entre guillemets. Mais on a foi au changement, mais au changement et puis à la richesse et à la beauté de la femme kanak. Coulade. Ouais. Je rajouterais par-dessus ça le fait que il faut pas oublier de tendre la main derrière. Tu vois, parce qu'on peut très bien l'assumer aujourd'hui aux yeux de tous et de se dire et garder pour soi. Et garder pour soi. Oui, très bien. Oui. Tu vois. Mais dès que une de nos sœurs arrive au travail et décide de lâcher ses cheveux, tu vois, demain, c'est important de lui dire punaise, t'es vraiment belle comme ça. Tu vois, et de faire le pont avec... je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Ou sinon, si on ne peut pas l'avoir,
eh ben, quand on parle d'elle autour de nous, Oui. eh ben, c'est important d'encourager chez nos sœurs, hein, même les plus grandes, on n'est pas toutes, Oui. on n'est pas, Oui. hein, voilà, c'est pas parce que c'est on prend de l'âge après qu'on est tous foutus, non. Pareil, nous aussi on peut changer, mais c'est important entre nous de se valoriser, de se féliciter. Par exemple, moi, je prends conscience de ma position dans les différentes textures de cheveux. Mon cheveu, il n'est pas vraiment crépu, tu vois. Il n'est pas vraiment crépu. Là, il est coloré en blond, tout ça, machin. Je veux dire, c'est encore... peut-être qu'inconsciemment, j'ai encore intégré le... Bah oui, mais je l'ai coloré en blond, c'est pas vraiment naturel. Mais je prends conscience que je recevrais moins de critiques par rapport à une femme qui aurait le cheveu bien plus crépu, tu vois, comme on disait. Oui, oui. Et puis, mais on m'a déjà comparé à d'autres femmes kanak qui ont le cheveu plus crépu, qui ont le teint plus noir, et en leur absence, dire oui, mais l'autre paraît plus négligé. Tu vois? Et tu demandes en quoi? C'est un compliment. Tu vois? Déjà, ça se dit pas. Voilà. Mais, Oui. et tu vois, rien que de poser la question en quoi elle est plus négligée, dans les espaces où ces personnes sont absentes, toujours se lever pour elles. Oui. Tu vois? Et c'est ça la vraie solidarité, c'est ça la vraie sororité, c'est ça le vrai lien qu'on peut poser, c'est quand elles sont pas là, et ben les gens, on leur annonce que nous, on n'est pas différentes d'elles. Elles sont pas différentes de nous, on est ensemble, tu vois. On parle de nous, entre nous, les sœurs, qu'il faut qu'on se donne de la force, tout ça. Mais je pense que les hommes, ils ont leur rôle à jouer là-dedans aussi. Parce que les hommes font partie de la société et ont intégré aussi ce colorisme. Donc les hommes font la distinction entre nous, tu vois. C'est-à-dire que les remarques venant de nos hommes à nous, c'est encore, enfin, pour moi, dans le ressenti, c'est très violent. Je l'entends de manière encore plus violente quand un homme dit que « Ah non, mais elle est fin noire », tu vois. Et ça, je pense que je me permets de le pointer du doigt parce que c'est un vrai effet sur nous, entre nous les femmes. Parce que du coup, sachant que eux, ils font la hiérarchisation, et ben entre nous, et ben on va se dire, bah il y en a une qui sera plus désirable que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, quand on parlait tout à l'heure de valeur ajoutée, et ben voilà, la femme plus claire, elle est plus belle. Parce que, je veux dire, la beauté, c'est lié à l'attraction. Et aussi, indéniablement, au regard de l'homme. Tu vois? Et je pense que l'homme, kanak, a sa responsabilité doit prendre ses responsabilités dans le fait de mettre fin à ça. Tu vois? Parce que l'homme kanak, c'est de son devoir de protéger la femme kanak. Parce que de cette manière-là, il va protéger sa mère, il va protéger sa sœur, il va protéger sa fille. Tu vois? Il faut que nos hommes prennent conscience de ça. Parce que nous, on compte sur eux. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et donc, ça, pour moi, c'est une partie de la solution. C'est une partie de la solution, c'est que nos hommes se décolonisent aussi l'esprit de... oui, de se dire que, en fait, t'es avec une femme plus blanche, donc à toi, ça te donne encore plus... Tu vois ce que je veux dire? Et c'est une réaction en chaîne, quoi. Non, c'est vrai ce que tu dis, en fait. C'est eux aussi qui changent un peu leur regard aussi. C'est eux qui font que la fille ou la femme kanak aussi manque de confiance en elle, en fait. Ouais. Parce qu'il y a toujours on va rester avec la fille qui est claire parce qu'elle est plus jolie et l'autre qui a la peau foncée, ben on va la mettre de côté. Après, il y en a certains qui réagissent. Merci. Heureusement. Quelques-uns, oui. Quelques-uns. Et il y a d'autres qui suivent toujours cette mouvance, en fait, de toujours choisir celle qui est claire, qui est plus jolie. Et ils arrivent à un stade où, ben, finalement, le choix n'était pas terrible aussi. Et je viens de dire, bien fait pour vous aussi.
Donc, Ben oui. Ben oui. Non, mais C'est dommage, hein, mais bon, on perd pas espoir. Non, on perd pas espoir. Et puis, si on peut être acteur du changement. Oui. ouais, c'est ça. Moi, j'ai du mal à voir, enfin, parce qu'autour de moi, j'étais en train de, quand je vous écoutais, j'essayais de voir Oui. la place de l'homme dans la solution Oui. à ça aussi. Moi, j'arrive pas à la voir parce que ben, j'ai pas autour de moi cette Cette situation. cette situation. Oui. Moi, j'ai ma fille aussi qui a des cheveux, elle est comme moi, avec des cheveux bouclés. Ah, mais mon père, c'est le premier, donc mon père, il a toujours fait ça, c'est-à-dire qu'il prend du savon avec de l'eau, et puis il met dans les cheveux pour qu'ils soient bien bouclés, tout ça. Ouais. Et ma fille, à chaque fois, bébé, tu peux faire comme ça. J'ai Mais des biscuits, voilà, je peux faire tout comme ça. ça, comme ça. Mais parce que mon père le fait, mon père met en valeur voilà, peut-être qu'elle est là. Mon père met en valeur les cheveux de ma fille là, Silou. Donc moi je pense que la solution elle est vraiment autour de nous et dans nos foyers et peut-être que si je rejoins ta vision par rapport à l'homme, c'est nos hommes à nous, de notre foyer, de notre maison, Oui. de prendre soin des femmes. Oui. Non, mais je pense que c'est ça, en fait, c'est la bienveillance de nos frères, de nos papas, et puis qui feront que nos sœurs ou nos filles, elles auront confiance en elles pour demain. Bah pour conclure, on va dire que, comme d'habitude, Ouais. l'arme ultime, c'est la bienveillance et l'amour de toute façon. Comme on l'a dit tout à l'heure, sortir et se confronter à d'autres espaces pour se rendre compte que les choses sont différentes ailleurs. Ne pas rester enfermé dans une vision qu'on nous impose de nous-mêmes, d'une part. D'autre part, que chacun prenne la responsabilité de propager de la force, de la bienveillance, de la solidarité autour de soi, nous surtout en tant que femmes envers les autres femmes et aussi également de nos hommes, bah oui, parce que c'est de la responsabilité de chacun de protéger l'autre. Nous, à notre échelle, en tant que femmes kanak, entre nous, c'est essentiel qu'on soit bienveillantes les unes avec les autres, c'est essentiel qu'on soit solidaires les unes avec les autres, et pas seulement quand les autres sont là, mais aussi quand elles ne sont pas là. Oui. Voilà. Je voudrais dire déjà à toutes nos filles, nos sœurs et nos mamans qui ont le teint foncé et le cheveu crépus, qu'elles sont belles. Ah oui. Vous êtes belles avec votre peau noire. Vous êtes belles avec votre cheveu crépus. Enfin, ça me fait penser à une chanson des Nègres Marrons qui disait « Fière d'être nègre marron. Le soleil m'a donné la plus belle couleur de peau. Nègre et fier de l'être, regarde-moi comment je suis beau. » Voilà, je sais pas bien chanter. C'est très bien. Mais c'est ça Mais en oui. fait. Mais On est belle comme on est. On est belle aussi kanak qu'on puisse être. On est belle aussi noire qu'on puisse être. Aussi blanche qu'on puisse être. Parce qu'en fait, je veux dire, on n'essaye pas d'inverser la tendance et de mettre le noir en haut. Non, C'est non, vraiment pas du que tout. on essaie de rééquilibrer la balance et de donner à toutes les couleurs de peau la beauté qu'elles possèdent, qu'elles ont. Voilà, et de remettre en fait les choses à niveau, quoi. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup les filles d'être passées prendre le petit café à la maison. Et puis, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour un autre petit café, un nouvel épisode et puis un autre sujet. Oleti à Charwatch. Je m'appelle Erika Até, de Kandala, originaire de la tribu de Kako. Et je fais partie du clan Plébert. Et ils arrivent à un stade où finalement le choix n'était pas terrible aussi. Et je dois le dire, bien fait pour vous aussi. Donc, Ben oui. Ben oui. Et je suis très fière d'être une femme kanak.